Bonjour à toutes et tous. Je ne sais plus si c'est la quatrième ou la cinquième édition de notre session ouverte de questions-réponses, d'échanges autour des standards. Bienvenue à Anne-Sophie Petitpré qui vient de nous rejoindre. Peut-être je vais commencer simplement par rappeler le principe de cet échange qui en fait est assez informel et ouvert. On a aujourd'hui un thème général qui correspond à nos travaux du moment autour des standards et on a la présence aussi de Jean Seng et de Mélanie Vessi de la DJTM qui pilote particulièrement ces sujets. Et nous, côté Fabrique du Moutet, on est amené à être contributeur et facilitateur de certains groupes de travail. C'est un format qu'on a déjà expérimenté sur 4 sessions différentes et qui consiste tout simplement à se donner un temps ouvert où beaucoup d'entre nous avons une tasse de café ou une tasse de thé selon les préférences et amener voilà, nos questions là où on en est, créer un moment tout simplement d'échanger de rencontres qu'on n'a pas avec tout le monde, avec certains d'entre vous, oui, c'est très certainement, mais avec d'autres personnes, pas forcément au quotidien, vous permet de vous raccrocher à ce qui se passe dans tel ou tel groupe de travail, à des thématiques projets que vous avez peut-être même dont vous avez envie de témoigner et de partager. Donc, il n'y a pas d'ordre du jour particulier. Il y a un horaire. On se donne jusqu'à 9h55 à peu près, parce que justement, il y a un groupe de travail qui démarre à 10h sur les sujets de conformité standardisée. Et c'est vraiment très libre. N'hésitez pas aussi à vous présenter, évidemment, quand vous posez une question, quand vous posez un témoignage ou un partage de projet, pour que tout le monde voilà, comprenne ce que vous faites et où vous en êtes. Je vous propose de démarrer très simplement. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous veut poser l'un ou l'autre des sujets, que ce soit par rapport à l'avancement d'un groupe de travail, par rapport éventuellement au baromètre aussi, comme des standards qui a été lancé, que normalement la plupart d'entre vous avez reçu, et j'espère que vous pourrez y contribuer, ou tout simplement par rapport à des projets. Je vois qu'on a plusieurs collectivités, notamment plusieurs AO là, qui sont représentés aujourd'hui, plusieurs opérateurs aussi. Donc si l'un ou l'autre veut partager une thématique du moment, eh ben, vous êtes les bienvenus. La première intervention est toujours la plus difficile, mais ensuite, en général, ça va tomber en vue. Et bienvenue à Francis qui nous a rejoint de RATP Smart System. On vient tout juste de démarrer et d'échanger. Bonjour tout le monde. Peut-être je peux à ce moment lancer une question introductive, peut-être pour permettre aux uns et aux autres de réagir, puisque la plupart d'entre vous êtes au courant, j'espère, en tout cas, qu'on a lancé en partenariat à la fois avec la DJTM, avec le point d'accès national, et avec le GART et l'UTP, un baromètre des standards de la billettique, du MAS, de la mobilité, en fait, des standards numériques finalement utilisés assez largement. Moi, ça m'intéresserait de savoir lesquels d'entre vous ont répondu ou si vous allez y répondre, pour quelles raisons. Est-ce que le principe de ce baromètre est clair pour vous? Est-ce que vous avez des attentes avant de pouvoir y répondre ou des besoins d'éclaircissement? Ça peut être un premier sujet qui moi en tout cas m'intéresse pour le coup vis-à-vis de vous. Alors je sais qu'un ou deux d'entre vous au moins ont répondu parce que j'ai vu certaines des réponses, mais j'ai pas forcément consulté toutes les réponses et ça m'intéresse d'avoir un peu votre opinion sur l'utilité du baromètre. Est-ce que vous avez pu le remplir? Est-ce que vous pensez le remplir? Voilà, je ne sais pas si certains veulent réagir au moins là-dessus pour démarrer. Bonjour, du coup, je vais répondre à cette question. En fait, nous, on avait l'intention d'y répondre. J'avoue que du coup, j'en profite pour poser ma question pour savoir combien de temps à peu près il faut pour y répondre. Parce que de mémoire, c'était pour la fin de semaine ou la semaine prochaine, 7 juillet ou quelque chose comme ça. Oui, pour le 8 juillet. Voilà, et c'est vrai que du coup, voilà, les agendas de ce début d'été sont très, très contraints.
Donc voilà, je ne sais pas si, est-ce que vous avez une indication du temps Oui. de… Alors ensuite, ça dépend beaucoup en fait, de qui répond, puisque typiquement, un opérateur de covoiturage, par exemple, répond sur le sujet covoiturage, donc c'est un peu plus simple, le nombre de standards qu'il a évalué est limité. Une AOM, en général, c'est plus long parce que vous êtes concerné par, évidemment, la plupart des sujets abordés, voire tous. Je pense qu'un meneur de grandeur, et peut-être, je pense que Jérôme a dû y répondre, Zuki, donc peut-être qu'il voudra témoigner de combien de temps ça lui a pris. Moi, j'aurais tendance à dire qu'en 15-20 minutes, ça peut se faire si vous avez l'information disponible dans votre tête. Et en tout cas, par rapport au délai, ce que je peux déjà dire, là, on s'est donné effectivement jusqu'à vendredi de base. Je pense qu'on va se donner on va accorder à tout le monde une semaine de plus pour ceux qui ont besoin effectivement d'un peu de temps pour répondre. On peut en parler ensuite spécifiquement. Notre objectif, c'est effectivement de pouvoir traiter les résultats pendant l'été et de pouvoir restituer ça pour la rentrée globalement. Donc, idéalement, on préférerait avoir ces éléments. Ok, et du coup, les compétences nécessaires, parce que vous disiez, si ça dépend si vous avez les éléments en tête ou pas. C'est vrai que la métropole, les compétences et les spécialités des uns et des autres sont assez éclatées, donc on n'a pas justement forcément tout en tête. Nous, on est assez généralistes, mais notamment, est-ce qu'il y a toutes les questions côté informatique et plateforme et opérateur numérique derrière qu'il faut avoir en tête ou des contrats. Peut-être que Jérôme peut se prononcer, il lève la main et il a rempli le questionnaire lui-même. Donc, à mon avis, il saura répondre à tout ça. Vas-y, Jérôme. Hein. Si vous avez... On ne vous entend pas, vous êtes encore peut-être non, c'est que j'ai pas ouvert mon micro. Bonjour à tous, Jérôme Zuki, Bordeaux Métropole. Donc, effectivement, c'est plutôt entre 15 et 20 minutes, je pense. Je me souviens plus, mais en tout cas, c'était à peu près ça. Il y a beaucoup de questions, effectivement, mais ça balaye des sujets assez larges. Donc, je pense quelqu'un qui travaille. Alors, moi, je travaille à la Direction générale des mobilités de Bordeaux, de la métropole. Donc, il y a des questions des fois un peu, entre guillemets, techniques, dans le sens billettique du terme, mais c'est plutôt à vocation généraliste. J'allais dire, on ne rentre pas dans un détail non plus très fort, il n'y a pas besoin d'être un technicien, et ça permet de balayer plutôt les sujets. Alors moi, j'ai pris ma casquette masse pour remplir ce questionnaire, voilà, pour balayer vraiment tous les sujets de mobilité au sens large. Et peut-être, déjà merci Jérôme de ce retour d'expérience concret. Et en fait, il est effectivement envisageable déjà de séparer la tâche même entre deux personnes. Par exemple, une personne qui est vraiment plutôt sur des sujets qui sont liés, on va dire, au MAS ou qui sont liés au schéma de données utilisé et produit par le point d'accès national, alors qu'une autre personne, par exemple, pourrait très bien être sur les sujets billettiques et être plus à même de répondre. Et à la rigueur, si vous faites, je ne sais pas si je vais le dire à tout le monde, mais en tout cas, vous, je peux le dire, mais si vous faites deux réponses et que à la limite, on doit les concaténer parce que c'est deux personnes différentes, que c'est plus simple pour vous et que ça vous permet de répondre, enfin voilà, il est possible de mettre non concerné. Donc après, voilà, c'est vrai que si tout le monde le fait, ça ne sera pas pratique, mais c'est vrai que pour certaines grandes AO, c'est plus facile pour vous de couper entre deux personnes qui répondent sur deux sujets différents. Ça peut être aussi une option. Peut-être je peux vous donner un aperçu des questions auxquelles vous pouvez accéder. Peut-être on pourra vous redonner le lien dans le chat. Mais donc c'est vrai qu'il y a trois grands sujets qui sont abordés. Les standards du MAS, c'est-à-dire finalement comment on met des modes de transport dans une appli comme celle de Lyon, de Bordeaux, d'une région, des opérateurs tiers. On a les schémas de données de transport qui sont en fait promus ou utilisés au sein du point d'accès national. Donc, ça inclut aussi bien des formats comme Netex pour les données de transport, mais aussi des formats qui ont été créés parfois en France par le point d'accès national avec les acteurs autour des schémas cyclables, des schémas qui permettent aussi de référencer les stations de covoiturage, etc. Donc, c'est un sujet assez intéressant pour l'échelle du métropole, évidemment. Et puis, il y a un troisième sujet qui vise à faire un point plutôt par rapport aux normes BIETI, donc qui concerne beaucoup les transports publics, et qui, voilà, pour avoir une vision à la fois de leur usage, mais dans les questions qu'on vous pose, en fait, qui sont là, les premières questions, elles sont, on va dire, génériques, juste pour comprendre qui répond et quels sont les domaines qui vous concernent. Donc, évidemment, en tant qu'AOM, souvent, vous êtes concerné par
plupart des domaines. Ou par tous, et en fonction de votre profil, donc si là, par exemple, je me mets dans la peau d'une AOM, en fait, le formulaire, ah oui, d'accord, le formulaire me demande de remplir par défaut, c'est pas très pratique pour moi. Et ensuite, le formulaire, il est constitué en fait de questions qui, à chaque fois, sont par paquet standard. Donc, c'est un peu regroupé pour simplifier un peu les choses. Et en fait, les questions à chaque fois sont les mêmes. C'est finalement quel est votre niveau de connaissance, compréhension. Alors, enfin, c'est à la fois personnel, mais à l'échelle de votre organisation, comment vous est-ce que vous considérez que voilà, vous avez une bonne compréhension du standard ou de la norme considérée? Est-ce qu'elle est bien connue ou pas? Parfois, il y en a certains qu'on ne connaît pas forcément et qu'on n'utilise pas. Ensuite, la deuxième question, c'est plutôt justement la maturité. Donc, c'est-à-dire finalement en termes de est-ce qu'on l'utilise, est-ce qu'on le déploie, est-ce que les décideurs, aussi bien élus que dirigeants, ont une conviction par rapport à l'adoption de ce standard, de cette norme. Et puis, il y a aussi une question qui porte plutôt sur, puisque tout standard ou toute norme a un processus de standardisation et qui fait évoluer, qui crée et qui fait évoluer ce standard ou cette norme. Est-ce que il y a des outils autour en général, de l'information, des outils qui viennent supporter la mise en œuvre. Donc finalement, vous, en tant qu'utilisateur, qu'on soit opérateur, qu'on soit web, on est finalement utilisateur d'un standard, d'une norme, on l'a mis en œuvre. Est-ce que quelque part, quel est votre niveau de satisfaction par rapport à ce qui vous est apporté? Est-ce que vous vous sentez représenté? Est-ce que vos besoins vous semblent pris en compte par ce standard? Est-ce que vous avez le bon niveau d'accompagnement, le bon type d'outil à l'échelle du projet, quoi? Voilà. Et en fait, le but de ces... et puis la dernière question, elle porte sur plutôt, est-ce que vous les adoptez déjà ou est-ce que vous pensez les adopter dans un futur plus ou moins lointain? Et ce qui est une question d'ailleurs particulièrement d'intérêt sur la partie standard du MAS, où on a des standards qui sont tout juste en train d'être créés, d'être mis à disposition cette année. Donc, il n'y a pas forcément de notion de déploiement déjà effectif. Par contre, il y a un vrai questionnement et un vrai intérêt de comprendre qui sont les acteurs qui vont les déployer en 2023, voire d'ici la fin de l'année pour certains, ou éventuellement un petit peu après, pour donner de la visibilité à tous les acteurs du marché sur l'adoption de ces standards. Et in fine, le but du baromètre, et peut-être que Mélanie ou Jean vont réagir aussi par rapport à leur propre perspective côté DGITM, mais c'est aussi d'avoir de l'information collectivement et d'avoir l'information sur où on en est en termes d'adoption, d'une part, de certains de normes et standards largement répandus. Est-ce qu'ils répondent aux besoins? Est-ce qu'il y a des attentes? Il y a aussi un champ de réponse, n'hésitez pas à l'utiliser, un peu plus libre, sur lequel vous pouvez éventuellement exprimer des attentes spécifiques. Et comment collectivement on peut mieux s'organiser par rapport à cette grande diversité de standards et de normes, comment on peut mieux travailler à l'échelle française, à l'échelle européenne, et mieux répondre aux besoins des uns et des autres, mieux accompagner. Et plus on a de réponses et plus on a de réponses de qualité, plus ça permet de bien cerner aussi le sujet, les différentes problématiques peut-être qui sont aussi à traiter, de les qualifier et derrière, à l'automne et peut-être l'année prochaine, de pouvoir mieux travailler peut-être différemment l'un ou l'autre sujet en fonction des besoins. Je ne sais pas si Mélanie ou Jean, d'ailleurs, si vous voulez réagir, et bienvenue aussi à ceux qui nous ont rejoints. Je pense à Rémi Brisson entre-temps. Bienvenue. Bonjour, merci. Sur votre perspective, comme on l'a beaucoup travaillé ensemble, éventuellement. Alors peut-être je peux me permettre de prendre la parole, Tristan Boursicot, Région Grand Est. Oui. Alors c'est la première fois que je participe à ce format d'échange. Merci beaucoup d'organiser ces temps. Peut-être que la réponse d'un point de vue régional, vu notre schéma de gouvernance qui est quand même d'associer plusieurs dizaines d'AO locales, il va être certainement différent de collectivités type métropole, agglo, puisqu'en fait, on a vraiment de toutes petites collectivités qui vont être partie prenante de notre MAS, de notre CIM. Et donc, sur l'adoption de certains standards, je pense notamment à formation voyageur type NETEC, Siri, on va vraiment avoir un besoin de monter en compétences et d'outiller ces territoires-là. Et certes, nous, on a
pris les devants et on permet d'exporter en fait des données qui seraient par exemple rentrées en GTFS ou des formats plus classiques. On va faire un export par exemple NetEx natif depuis notre SIM, donc Fluo en l'occurrence pour Grand Est, la région Grand Est. Mais effectivement, c'est pour à la source avoir une donnée qui va être importée chez nous en NetEx. On en est encore loin vu les profils de certaines autorités organisatrices locales qui n'ont clairement pas les moyens ou la compétence de nous importer ces données dans ces formats standardisés, dans ces nouveaux formats. Donc nous, on le fait. Alors, ce n'est pas forcément très propre parce qu'on ne va pas avoir un fichier déjà enrichi NetEx, mais voilà, en tout cas, nous, on fait le travail derrière. Ça, c'était un choix qu'on avait fait d'exporter du NetEx depuis des données qui sont en GTFS pour la plupart à ce jour, en tout cas. Et voilà, donc nous, on a essayé déjà de faire un travail, enfin en tout cas mon prédécesseur Jean-Pascal Cliptel avait travaillé là-dessus sur des formations, la sensibilisation aussi auprès de nos autorités organisatrices locales, mais clairement il y a encore du travail pour qu'on les embarque aussi dans ce travail-là. Mais des fois c'est des réseaux qui comptent une ligne de bus, quelques lignes de bus. Voilà, on n'est pas tous logés à la même enseigne entre les territoires qui sont partie prenante de nos masses à l'échelle régionale. Et n'hésitez pas à user les champs de commentaires pour contextualiser effectivement votre réponse. En disant, bah voilà, on a répondu par exemple sur la maturité, à la fois en tant que région, mais en tant que KO régional qui travaille avec les petites AO, et donc la maturité, ça représente peut-être qu'en tant que région, on est mature, par exemple sur du Siri ou du NetEx, mais qu'au contraire, les AO avec lesquelles on travaille, certaines, pas forcément, et en tout cas pour bien... on aura des retraitements, mais l'idée, c'est aussi de comprendre ce contexte. Et par rapport à ce sujet spécifique, je pense que c'est un thème, je pense, qui concerne beaucoup de régions et qui est assez intéressant. J'en avais parlé récemment avec Nouvelle-Aquitaine Mobilité, qui a le même type d'approche. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé du sujet, mais ils font des choses assez intéressantes. Ça m'intéressait de comprendre plus ce que vous faites dans la région Grand Est, parce que du côté Nouvelle-Aquitaine, ils ont justement pareil, ils partent on va dire, de ce que sont capables de produire les AO. Beaucoup produisent éventuellement GTFS, GTFS-RT. Ensuite, il y a une conversion, il y a des conversions qui sont assurées, et il y a aussi ce qu'ils mettent à disposition, c'est un outil, d'ailleurs je ne sais pas c'est lequel, mais je vais leur en parler demain spécifiquement. Ils mettent à disposition un outil pour leurs AO partenaires pour faire cette conversion et éventuellement pour venir enrichir la donnée, notamment sur des thématiques d'accessibilité qui justement sont plus particulièrement dans des textes assez pertinentes et plus riches. Et du coup, il y a effectivement ce pragmatisme de dire, bah voilà, il faut partir de toute façon où en sont les acteurs et ce qu'ils sont en capacité de faire. On peut amener vers le format NetEx et ensuite ils proposent des deux, je pense, sur la plateforme régionale qu'ils sont en train de construire. Et voilà, ça m'intéresse aussi de comprendre vous ce que vous faites en la matière en termes d'accompagnement, d'outils, ce que vous avez peut-être en perspective aussi par rapport à ça. On a mis à disposition, enfin on est en train de mettre à disposition, tout le monde n'a pas l'outil effectivement pour pouvoir faire de l'export, mais clairement il y a un besoin de formation sur le format des textes. Enfin, je vous apprends rien, tout le monde ne le maîtrise pas encore. Bon, voilà, nous on est dans ce schéma un peu hybride, forcément à l'échelle régionale, on a des disparités très fortes dans l'appropriation de ces standards-là. Et on avait déjà mené des formations, ce que je disais, d'appropriation, de présentation aussi de la norme. Je vais quand même mettre une nuance, c'est que voilà, aussi pour l'offre régionale, hein, donc ça va être essentiellement du car interurbain. Au niveau régional, on n'est pas encore non plus exemplaire puisqu'on ne produit pas de la norme NetEx, enfin des données NetEx en natif. Hein. Donc je dédouane aussi l'autorité régionale, mais on y travaille. Jean, vous voulez réagir? Oui, merci. Bonjour à tous. J'enseigne du ministère des Transports. Je voulais réagir, oui, sur les éléments de Tristan, juste pour comprendre un petit peu la situation, l'exemple en région Alsace. Je comprends que, oui, il y a des enjeux sur l'adoption de cette norme NetEx, avec peut-être différentes situations, que ce soit au niveau régional ou au niveau des acteurs locaux. Et du coup, la question que je souhaitais poser, c'est... Alors, je comprends qu'il y a éventuellement un travail qui est fait au niveau du SIM régional sur ce fluo pour peut-être
accélérer sur la prise en compte et la possibilité d'exporter des données au niveau du format NetEx. Est-ce que tout en amont, il y a une réflexion au niveau des acteurs, plutôt au niveau des opérateurs de transport, que ce soit à Strasbourg, Nancy, enfin au niveau des métropoles, pour que nativement, les jeux de données soient produits en NetEx, mais quelque part, tout en amont de la chaîne, et pas juste au moment où on récupère des données pour faire le SIM régional. Est-ce que c'est des genres de problématiques que vous avez pu discuter avec vos partenaires? Alors moi, j'ai pris mes fonctions encore assez récemment, donc j'ai pas une vision forcément totalement exhaustive de l'ensemble des 40 partenaires du SIM Fluo Grand Est. Attention, on est en région Grand Est, hein, pas uniquement l'Alsace. Je sais qu'il y a une réflexion sur les plus grandes métropoles, ça c'est clair, Strasbourg, Nancy, notamment sur des enjeux d'accessibilité, sont en cours de réflexion sur ces standards-là. Après, voilà, je ne pourrais pas vous répondre sur l'ensemble des partenaires locaux. Mais je sais que oui, c'est toujours repoussé à plus tard. J'avais la priorité. Je dirais, en fait, ils n'ont pas forcément d'échéance pour se dire, voilà, là, on va se mettre en capacité d'ici la fin de l'année de produire nativement en NetEx, mais c'est toujours dans un coin, je pense. C'est précisément le point tête que à je par tête. voulais aborder, et peut-être pour faire écho à la question initiale de Ghislain sur ce baromètre des standards masse, où on fait quelque part une photo à l'instant T en 2022. Si on met les choses en perspective, NetEx, c'est une norme qui date déjà d'il y a quelques années, 2014-2015 par là. Le règlement européen sur l'information multimodale date de 2017. Ce qui m'intéressait aussi de comprendre, c'est de manière, j'allais dire, dynamique, ou de manière, voilà, au fil de l'eau, comment une stratégie d'appropriation, d'adoption des standards se met en place au niveau des différents acteurs, et notamment tout en amont de la chaîne. Mais je vois que Jérôme a levé la main, peut-être qu'il voulait réagir justement sur ces sujets-là. Oui, j'avais aussi une intervention sur effectivement, il y a l'appropriation interne à chaque métropole ou AOM. De notre côté, nous, les difficultés qu'on rencontre, c'est plutôt lié aux industriels, c'est-à-dire aux solutions. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une démarche effectivement interne à l'AOM, un côté volontariste de l'AOM, mais il y a aussi, en tout cas, si je prends l'exemple de Bordeaux Métropole, c'est d'arriver à avoir un travail assez intense avec les industriels pour qu'ils nous fournissent justement les éléments et les données au format attendu. Et aujourd'hui, on est un peu tributaire du calendrier de ces industriels pour nous fournir les éléments. C'est-à-dire que, en tout cas, si je prends l'exemple de Bordeaux Métropole, aujourd'hui, l'ensemble des informations passe d'abord par notre open data, parce que là, on maîtrise notre open data, on est en capacité, avec nos collègues du numérique, de produire des fichiers au format attendu. Par contre, c'est vraiment en amont qu'on bataille avec les industriels pour obtenir justement les données au bon format, parce qu'on est encore sur des choses assez lointaines. Oui, j'entends. Je me permets, oui, juste peut-être de réagir rapidement. Quand on parle d'industriel, à qui vous pensiez, en fait, moi, de manière très concrète, lorsque je parlais de la chaîne et du processus tout en amont, c'est au moment où il y a des appels d'offres, des renouvellements, notamment de délégations de services publics. On choisit un opérateur, finalement en France, je ne sais pas, un Keolis, Transdev ou RATP, par exemple, Dev. Est-ce que les grands opérateurs n'ont pas la capacité, si c'est dans le cahier des charges, et c'est justement une question aussi qu'on peut poser aux donneurs d'ordre, si dans le cahier des charges on dit qu'on veut produire en NetEx selon tel ou tel profil, est-ce que les grands opérateurs de transport public sont en capacité ou non de produire de tels formats? Je crois qu'on a quelqu'un là autour de la table qui peut éventuellement réagir, mais voilà, c'est une question que je soulève de manière très ouverte. Alors, je vais repréciser le contexte. Aujourd'hui, c'est nous qui fournissons à notre délégataire les systèmes d'information, donc les systèmes industriels. Donc, si je prends l'exemple du SAE, donc aujourd'hui, on a 3 systèmes de SAE fournis par un industriel qui s'appelle INEO, mais qui n'est pas la même entité pour les trois SAE. Et donc, il y a une harmonisation nécessaire. Et on a beau, effectivement, notamment la nouvelle DSP, nous, elle va démarrer à la fin de la semaine. Donc, dans la nouvelle DSP, on a posé des choses beaucoup plus cadrées sur les données pour que ça soit beaucoup plus lisible en termes de gouvernance de la donnée et la répartition des rôles. Mais aujourd'hui, on est bien aussi lié au calendrier de l'industriel INEO
pour la mise à disposition des données. Donc, si je prends l'exemple du temps réel, par exemple. Donc, il y a un gros travail aujourd'hui d'harmonisation aussi des référentiels, puisqu'on a 3 systèmes de SAE différents, donc on n'a pas les mêmes référentiels dans les 3 systèmes. Donc, voilà, quand on parle de démarche et du travail que ça nécessite pour arriver à la norme telle qu'elle est écrite aujourd'hui, donc il y a un travail sur les référentiels, il y a un travail avec l'industriel avant de parler de l'opérateur, avant de parler du délégataire. Parce que dans le contexte aujourd'hui Bordeaux Métropole, c'est nous qui fournissons à notre délégataire les systèmes industriels. Voilà. C'est intéressant. Il y a Rémi Brison qui veut réagir là-dessus, peut-être, ou là-dessus sur autre chose, mais je pense que c'est intéressant pour suivre là-dessus. Oui, non, c'était pour dire exactement, en fait, je ne vais pas porter grand-chose, si ce n'est pour abonder dans le sens de ce qu'il vient de dire. C'est de la même manière, on est propriétaire des systèmes, notamment du SAE, et pour le coup, l'industriel, lui, ne peut pas proposer nativement, enfin, venir avec des formats standards. Voilà. Donc, on dépend plus du fournisseur du SAE que de l'industriel, sachant que par ailleurs, sur la question des transports, le volet data, c'est pas forcément le plus… il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc, même s'il ne se plie pas forcément à toutes nos exigences, malheureusement, disons que sur le volet numérique n'est pas forcément… ne fait pas tout, quoi. Et dans la mesure où un SAE, c'est avant tout justement comme un système numérique, enfin, pour l'information en temps réel sur les modes de transport, quel type d'argumentaire ont ces acteurs sur les difficultés qu'ils rencontrent, ou qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas priorisé, on va dire, leur roadmap? Est-ce que c'est parce que c'est pas prioritaire à leurs yeux, parce que c'est pas une demande à leurs clients à leurs yeux, parce que ça leur paraît coûteux et compliqué à faire? En tout cas, qu'est-ce qu'eux ils mettent en avant quand vous avez ce genre de discussion avec eux? Qu'est-ce qui fait qu'ils… Et d'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une échelle? Ils vous ont dit, bon, ok, on ne l'a pas, mais est-ce qu'on va l'avoir en 2023 ou en 2024 ou je ne sais pas quelle année? Est-ce qu'ils donnent une échéance de roadmap produit par rapport à ça, ou ça reste flou? Alors, en ce qui nous concerne, pour finir, hein, c'est vrai qu'on a discuté avec l'opérateur de transport en commun, pas encore avec le fournisseur du SAE. Mais du coup, c'est deux contrats différents. Et Jérôme, là-dessus, justement, Ineo ou d'autres ou d'autres même fournisseurs potentiels avec qui vous auriez discuté. Alors aujourd'hui, l'argumentaire, l'argumentaire, c'est que si on veut passer aux standards tels qu'ils les ont développés, il faut que nous on change notre système. C'est-à-dire que déjà il faut passer à l'étape précédente, c'est-à-dire qu'il faut changer le produit, ce qui n'est pas forcément une mince affaire, puisque évidemment il faut d'abord traiter le sujet de la migration, j'appelle ça comme ça, mais en tout cas, passer donc d'un produit actuel qu'on possède à la nouvelle version, et donc ça veut dire un chantier un peu conséquent. Ce n'est pas simplement avoir les données au bon format, c'est que donc ça nécessite un projet à part entière de renouvellement du système. Et aujourd'hui, notre discussion avec eux, elle est plutôt sur la mise en cohérence des 3 SAE, bus, tram première génération et tram deuxième génération. Donc, on a déjà ce chantier à mener, on va dire. Donc, on a un problème aujourd'hui clair d'obsolescence, parce qu'on est sur des systèmes assez anciens. Donc, on traite déjà l'obsolescence d'un point de vue numérique et de sécurité informatique avant de traiter le sujet de la donnée. Voilà. Donc, je crois que quelqu'un a parlé tout à l'heure de calendrier et de priorité. Effectivement, malheureusement, le sujet du format des NetEx ou autres n'est pas forcément prioritaire par rapport à d'autres sujets qui sont un peu plus structurants. C'est-à-dire que là, notre première étape, déjà aujourd'hui, c'est d'harmoniser, d'avoir, si possible, un système d'aide à l'exploitation plus homogène et plus pérenne, avant de passer à l'étape parce que l'industriel, lui, a aussi sa propre stratégie, j'allais dire, de développement. Bien sûr. Et ce n'est pas toujours simple à suivre, effectivement, leur calendrier de mise en place et de propositions, justement, de solutions pour répondre à nos besoins. D'accord. Vas-y, Jean, je t'en prie. Oui, merci. Peut-être juste
dans la même veine. Et une question, enfin, j'anticipe un peu la réponse, mais là, on évoque les normes ou standards dans le domaine de l'information voyageur, donc les NETEX et SIRI notamment. Je suppose que les freins que vous mettez en avant vis-à-vis des industriels, c'est peut-être les mêmes freins que vous rencontrez pour les sujets biéthiques. Et lorsqu'on parle de sujets, là, les codes barres 2D sur les smartphones ou l'open payment, ce genre de sujet, c'est exactement les mêmes problématiques que vous devez rencontrer, je suppose, en pratique vis-à-vis de vos systèmes. Oui, effectivement, c'est souvent la même. En tout cas, je reprends la parole, désolé. Oui, c'est souvent la même question, c'est-à-dire que ce qu'ils appellent le roadmap, forcément, ne s'inscrit pas forcément dans la nôtre. C'est-à-dire que leur agenda de développement et de mise en conformité par rapport à la réglementation, aux exigences qu'on peut porter en tant qu'AOM, nécessite de leur côté généralement un temps qui n'est pas forcément le même temps que celui qu'on souhaiterait. Donc, on court souvent avec chaque industriel pour essayer de se mettre en conformité avec la réglementation. Aujourd'hui, notre solution, je pensais que c'était Région Grand Est qui prenait l'exemple de palier, donc le fait que certaines AOM ne soient pas en capacité de fournir les données en bord. Et donc, c'est la région qui prend en charge la transformation. Donc, aujourd'hui, c'est notre stratégie aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont nos collègues en interne qui prennent en charge pour mettre à disposition les informations. Et en parallèle, évidemment, on négocie avec les industriels pour tenter d'obtenir effectivement un calendrier un peu plus ferme sur les prochaines évolutions, les prochaines mises à disposition. Jérôme, de quelle réglementation s'agit-il, hein? Si je prends l'exemple de la LOM, avec le calendrier de mise à disposition de données, après, on a nos propres contraintes locales. Hein. Notre syndicat mixte de transport Nouvelle-Aquitaine Mobilité a voté récemment une nouvelle gouvernance des données, donc avec un calendrier bien précis également. Voilà, donc on s'inscrit dans plusieurs exigences et calendriers différents. La région a également sa propre réglementation en termes de mise à disposition de données. Le point d'accès national aussi. Bon, voilà, donc on a au moins 4 acteurs aujourd'hui avec des calendriers différents, souvent avec les mêmes normes, heureusement. Qu'on doit respecter effectivement ces conventions ou cette réglementation ou ces différentes. Voilà, donc on est fournisseur de données et on doit alimenter ces différents points. Donc là, aujourd'hui, je crois qu'on en est à 4 points d'alimentation. Donc, si je ne dis pas de bêtises, le point d'accès national, Sigma, la plateforme régionale, notre Open Data, et puis NAM, donc le syndicat mixte des transports Nouvelle-Aquitaine Mobilité. Voilà. On a 4 sites à alimenter régulièrement avec des contraintes, ce que moi j'appelle réglementaires. Hein, puisque... Oui. J'ai retenu de cette conversation un point particulièrement intéressant sur la dimension temporelle liée au roadmap, c'est pas très français, mais en tout cas au calendrier et au cycle de vie en fait d'une plateforme donnée à l'échelle d'un projet donné, mais qui en lien avec justement le cycle de vie des produits des fournisseurs, le cycle de vie des partenaires comme le PAN ou l'Aquitaine Mobilité, et que l'interaction de tout ça est de fait un objet assez complexe finalement avec plein de problématiques associées. Et j'imagine qu'en ma reformulation de ça, c'est que si Jean va parler avec Inéo en leur demandant mais c'est quoi cette histoire, vous n'êtes pas compatible Netex, probablement qu'Inéo va répondre si, mais sur le produit qu'ils ont aujourd'hui. C'est-à-dire que si moi je veux lancer mon réseau, ou en tout cas je veux lancer un SAE tout neuf, ils vont me proposer probablement nativement, si j'ai bien compris, Netex Siri. Par contre, effectivement, dans le cadre d'un projet réel, concret, du NAO, avec la version des produits disponibles, c'est pas forcément le cas, et il est même possible que ce soit peut-être jamais le cas et qu'ils ne le priorisent jamais, parce qu'en plus, plus le temps passe, plus cette version-là est ancienne, donc ils ont encore moins intérêt à faire ce type d'upgrade qui ne sont pas des upgrades de sécurité ou critiques comparé à d'autres sujets, et peut-être à se dire il faudra qu'un jour que le client passe sur une nouvelle version, mais ce n'est pas forcément si simple que ça, comme l'a évoqué Jérôme. Je pense que cette dimension-là, en tout cas, moi, je la trouve intéressante dans la conversation, parce que c'est un éclairage aussi un peu différent sur la thématique.
Tristan, qui veut reprendre la parole. Oui, peut-être pour compléter ce qui a été dit par nos collègues, par exemple Jérôme à la métropole de Bordeaux. Alors, je veux parler pour les métropoles que je connais en Grand Est. Il y a un élément déclencheur quand même, c'est quand on veut fournir de nouvelles données et typiquement d'accessibilité, où là, tant qu'on n'a pas à fournir ou qu'on ne se sent pas redevable de fournir ce type de données-là, oui, on n'a pas besoin de passer au NETEX, enfin pas vraiment. Et alors que je sais que la métropole de Nancy, que j'évoquais tout à l'heure, commence à intégrer et à travailler dessus. Et donc, je pense qu'ils savent très bien qu'ils vont devoir se conformer aux nouveaux standards pour pouvoir apporter ces données et pas se conformer à la loi aussi, tout simplement, hein, qui impose quand même d'avoir un référentiel de données d'accessibilité. Donc, je pense que quand on veut monter en service aussi, c'est pas le standard pour le standard, hein, c'est aussi ce qu'il va apporter derrière. Et il y a d'une part les contraintes techniques et de calendrier des uns et des autres, et puis il y a aussi est-ce qu'on a envie d'apporter ou pas ces nouvelles données dans la formation voyageur au sens plus large, quoi. Donc, ça doit être aussi la stratégie de service, en fait, de monter en service. Ce que j'en ai compris, c'est qu'à Bordeaux, vous produisez du NETEX, c'est simplement que votre fournisseur ne vous fournit pas ces données en NETEX, et c'est vous en interne qui justement faites cet effort de pouvoir ensuite produire du NETEX à partir de ce que vous avez en entrée de la part du SAE. C'est bien ça, c'est comme ça que je l'ai compris, Jérôme, typiquement dans votre exemple. Oui, exactement. C'est bien ce principe. En fait, la charge repose sur vous, alors que idéalement, justement, au moins pour l'idéal, c'est que partie de ça soit fait l'information, voilà. pour le CIRI, ça reviendrait directement du fournisseur. Exactement. L'idéal, c'est que ça soit c'est un surcoût en l'état. Voilà, exactement. Et de la charge de travail, évidemment, puisque, comme l'évoquait pour nos collègues de Nancy, la donnée, notamment si on parle de données d'accessibilité, nous on est largement en retard, hein. C'était le 1er mai 2022, si je ne dis pas de bêtises, la deadline. Nous on est largement en retard puisque avant de produire cette donnée, il faut la recenser, et qu'aujourd'hui, c'est cette phase de recensement qui est le plus lourd. Donc, pour alimenter les textes, il faut énormément d'informations qui ont fait l'objet de relevés de terrain, hein, tout simplement, et ça prend du temps. Je pense que sur des réseaux encore plus importants que ceux de la métropole de Bordeaux, je peux imaginer que c'est aussi encore un temps qui est lourd. Donc, il y a déjà le temps physique de recensement, hein, avant même d'imaginer d'alimenter un standard. Il y a déjà cette première étape. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres sujets peut-être que vous voudriez aborder? Il nous reste un quart d'heure environ d'échange. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, bien sûr. Oui, très bien. Je veux bien reprendre la parole. Bien sûr. Encore une fois, aller dans le même sens, hein, que ce qui a été dit jusqu'ici. Nous aussi, finalement, on va se positionner en tant que fournisseur des données, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément, les acteurs sur notre territoire ne vont pas forcément proposer les données au bon format. Donc, nous, on va se les approprier et les redistribuer au bon format. Et pour le coup, c'est là aussi où c'est plus un besoin en acculturation sur ces formats NETEX et CIRI notamment, où on va avoir des besoins parce que on sait ce qu'on récupère. En tout cas, on aura des interlocuteurs sur les formats en entrée, sur les formats en sortie. On n'a pas encore les connaissances pour faire ce travail-là de transcodification. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Si, absolument. Ah, bon, c'était très clair. Voilà, moi, je fais attention à couper le micro parce que j'ai quelques travaux derrière et je m'assure qu'il n'y a pas d'interférence. C'est pour revenir sur le volet accompagnement.
Et aujourd'hui, dans un autre contexte, enfin dans une autre région, un autre contexte régional, quel rôle joue la région Aura? Est-ce que vous avez des coopérations sur ces thèmes-là avec la région, justement, parce qu'on l'a évoqué en région Grand Est, en région Nouvelle-Aquitaine à l'instant. Est-ce que c'est le même type d'approche que vous avez entre métropole et région, ou c'est peut-être un petit peu différent à régions différentes? Disons qu'on avance beaucoup en parallèle, en fait. Donc, on s'assure de transférer les données. Et c'est à peu près tout. Disons qu'on va avoir un travail à faire là-dessus sur justement les conventions, le conventionnement entre métropole et région. Mais bon, on a été pris sur le sujet plutôt sur DSP transport, etc. Donc, ça a été mis de côté pendant quelques temps. Mais là, on va surtout retravailler sur les partenariats, y compris ceux qui nous... les conventions qui existent et qu'il va falloir renouveler et retravailler avec les différents acteurs, les différents MSP, dans la mesure où l'approche va être intermédiaire pour la donnée. Ce n'est pas forcément ce qui est le plus fluide vis-à-vis de la LOM, où en fait le fournisseur du SNM et le MSP sont censés communiquer des données, et nous, on se met un peu au milieu. Donc, il va falloir voir aussi comment on contractualise tout ça. Très bien. Est-ce que ça fait réagir? Vous avez aussi des questions d'ailleurs, ce témoignage? Est-ce que la dimension contractuelle, justement, que vient d'évoquer Rémi, finalement, entre les différentes parties prenantes, d'ailleurs, aussi bien publiques que privées, est-ce qu'elle est l'objet d'une complexité particulière? Est-ce qu'elle génère des problèmes? C'est-à-dire, finalement, voilà, on a à la fois les opérateurs de transport, les délégataires, on a les AOM, on a des fournisseurs de masse, alors qui sont soit intégrés à l'OM, soit qui sont tiers. Et sur ces questions de données, est-ce que parfois c'est une source soit de tension, ou c'est un sujet que vous travaillez particulièrement, ou c'est assez... Nous, c'est un sujet qu'on va travailler, en tout cas. Pour le moment, on ne sait pas encore justement si ça va être tendu ou quoi que ce soit, parce qu'on n'a pas attaqué. Mais parce que bon, on a une succession de contrats qui se renouvellent ou qui se mettent en place là, donc on va entrer dans le dur sur ces questions-là. Mais voilà, on ne sait pas trop à quoi s'attendre et comment on va se positionner les uns et les autres, et comment, enfin voilà, et même juridiquement comment ça fonctionne. D'accord. Juste une rapide remarque sur les éléments de contrat. Il y a dans mon esprit les contrats, on va dire, classiques entre une AO et son opérateur de transport, notamment si c'est par exemple une délégation de service public. Là, lorsqu'on parle de contrat s'agissant du MAS, peut-être qu'on fait là aussi référence à un contrat, on va dire, ad hoc, au sens en tout cas du cadre juridique qui a été posé dans la LOM et avec le décret MAS de fin 2021. Et c'est là où je voulais faire, oui, cette remarque ou cette réaction. Peut-être avez-vous vu passer des éléments de communiqué de presse ou des éléments d'actualité. Agir a récemment communiqué sur un contrat type qu'ils avaient élaboré. L'UTP également, d'ores et déjà depuis quelque temps, réfléchissait sur ce sujet-là avec ses adhérents, mais pas tout seul, normalement en liaison également avec le GART. Et là, je n'ai pas encore eu de retour sur l'avancée des travaux du côté du GART, mais il y a effectivement, pour réagir sur les dernières discussions, il y a ce sujet de la discussion entre une AO et son opérateur de transport vis-à-vis d'un opérateur MAS, mais on pense bien que l'opérateur de transport, s'il contractualise avec un opérateur MAS, on espère qu'il peut quand même discuter avec son AO. En tout cas, c'est bien l'objet un petit peu de l'état d'esprit de ce contrat type qui serait élaboré par des entités GART UTP. Est-ce que par hasard, d'ailleurs, tu aurais le lien sous la main ou à partager, ou tu saurais le retrouver? Si jamais tu as l'occasion, dans les minutes qui viennent, de mettre la main dessus, de le repartager à tout le monde, n'hésite pas. C'est pas oublié. Attention, on peut le retrouver aussi, je crois. Mais je ne sais pas s'il a été publié en tant que tel, en tout cas en ligne. Mais n'hésitez pas à partager la ressource au besoin. Je
pense que c'est un sujet effectivement Et d'intérêt. si vous le retrouvez, on pourra même le partager dans le compte-rendu comme ça. Exactement, ouais, c'est ça. Contrat type masse, agir transport, c'est ça? Ouais, c'est quelque chose comme ça, je pense. Si tu veux le partager, Rémi, n'hésite pas. J'ai juste Sur France Mobilité. Il y avait une actualité effectivement sur l'excellent observatoire du MAS. N'hésitez pas à consulter ce site. Totalement recommandable. Enfin, une partie de France Mobilité qui est dédiée à l'observatoire du MAS. Merci Rémi de l'avoir retrouvé avec grande efficacité. J'ai C'est la pas version vérifié. 1, c'est bien précisé. Hein. C'est bien précisé que c'est une version 1 en date du 21 J'ai juin. pas vérifié le contenu. Hein, je suis juste, Non, mais ça a l'air. Si. La source étant de confiance, déjà, je pense qu'on n'a pas trop de sujets. Et effectivement, vous retrouvez dessus en plus les documents. Alors moi, il en faut lien externe. potentiellement se connecter. Bon, en tout cas, il y a les contacts, etc. Il faut être adhérent, oui. Ouais. Oui, là, dans les éléments que j'ai publiés, il y avait bien l'idée qu'ils ont communiqué sur cette initiative, mais le document n'est pas complètement libre. C'est effectivement ouvert aux adhérents d'Agir, en tout cas, s'agissant d'Agir. Très bien. Bienvenue Benoît, d'ailleurs, qui nous rejoint au passage. On a beaucoup d'AO ce matin. Représentés, pas que, je tiens quand même à préciser qu'on a RATP Smart System, on a Cityco aussi avec Eric Feuerstein qui sont présentés, mais on a pas mal de métropoles, 3 ou 4, et de régions qui ont fait des partages intéressants. Donc, Benoît aussi est sur des projets masse à la métropole de Lille. Il nous reste 5-10 minutes, plutôt 5 d'ailleurs que 10 en ce qui me concerne. Est-ce qu'il y a un dernier sujet, un dernier point que vous souhaitez aborder? Est-ce que je peux être très méchant, Michelin? Mais bien sûr. À la fin, est-ce que tu pourrais faire une synthèse en fait des échanges avant qu'on Alors, ça c'est méchant. Moi, non, mais Yann le fait habituellement sur LinkedIn. Alors, il fait pas la synthèse, il fait plutôt il met un post compte rendu avec la vidéo. Ouais. Et moi, n'ayant pas pris de notes dans ce format absolument informel et détendu, je pourrais faire certainement une synthèse, bien sûr, dans 2 ou 3 minutes, sans problème. Non, ouais. Mon idée, c'était effectivement de faire ressortir les éléments. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant en fait d'être confronté, de parler de standards et de voir en fait à quoi les différentes collectivités sont confrontées en termes de technologie, d'obsolescence, de relations avec principalement avec les fournisseurs de technologie. Ça me serait paru intéressant s'il pouvait y avoir à chaud, en fait, une espèce de restitution pour s'assurer en fait que les vraies problématiques qui ont été évoquées ont bien été saisies. Et pour faire éventuellement réagir, comme tu disais, il y a pas mal d'AO qui sont là aujourd'hui pour dire, là, effectivement, nous, les problèmes auxquels on est confrontés ont bien été appréhendés. Quoi. En tout cas, tu as bien commencé l'exercice, donc tu m'as bien défriché le travail. Je pense que tout à l'heure, j'avais commencé à le faire, mais c'était plutôt à mi-parcours de notre échange. Moi, ce qui m'a effectivement marqué là dans les échanges, la tournure compris les échanges en fait ce matin, c'est cette discussion donc, qui est partie finalement, donc, en parlant de l'observatoire, on s'est mis à parler notamment de Netex, Siri et de finalement comment des AO se confrontent à la mise en œuvre de la norme, à la fois l'intérêt qu'elles y perçoivent pour des sujets d'enrichissement de données. Alors, beaucoup l'accessibilité qui a été citée, qui est un exemple qui, je pense, est assez caractéristique finalement de l'avantage, on va dire, de Netex. C'est pas son seul avantage, c'est un sujet sur lequel la valeur ajoutée est clairement identifiable aujourd'hui, au-delà des aspects simplement réglementaires ou quoi que ce soit, et que certes, il y a une complexité de ces normes sur un plan technique, et qu'une partie des complexités, elle n'est pas technique, où elle est peut-être dérivée de problématiques techniques, mais en tout cas, elle est vraiment liée à des questions de produits, de fournisseurs. Donc, en fait, de penser les choses sur l'ensemble, certains diraient de la chaîne de valeur, c'est-à-dire des différents acteurs qui interviennent dans la chaîne de valeur de la donnée, donc de la production dans un SAE, dans un bus quelque part, ou dans un métro, à la source,
et quelque part, la production sur un portail open data, on est plutôt en aval de ça, on est en bout de course. Et entre les deux, il y a différents produits, différents fournisseurs, différentes actions, y compris les actions de l'AOM. Quand les fournisseurs en amont n'ont pas dans leur roadmap produit, ou plus précisément, ce qui a été pointé d'ailleurs, c'est que certains fournisseurs en fait, je pense, font tous du série et du Netex, mais ils le font peut-être sur des produits récents et pas forcément sur des versions plus anciennes du produit, qui n'ont peut-être pas prévu de mettre à jour sur des sujets comme celui-ci, et qu'on retrouve dans la réalité de ce qui est implémenté dans des projets concrets à l'échelle du NAO. Et ce qui veut dire dans ces cas-là, et c'était l'exemple pris à Bordeaux, c'est éventuellement l'AO qui supporte quelque part la charge de, par exemple, faire des conversions de données vers Netex, alors qu'idéalement, c'est le produit originel qui fournirait la donnée dans le format attendu dès le départ. Ce qui a été aussi pointé, c'est que non seulement il y a cette dimension temporelle côté fournisseur de solutions au sens large, puis il y a aussi une dimension temporelle par rapport aux différents partenaires du NAO, au niveau national avec le PAN, au niveau régional, donc l'intégration entre une métropole et une région, avec des calendriers qui idéalement sont assez proches, mais en tout cas qui correspondent à des processus distincts et des gouvernances distinctes, et que ça fait aussi partie on va dire, de la complexité projet à gérer pour les uns et les autres, l'harmonisation des calendriers, des normes justement adoptées, des formats de données, des référentiels qui vont avec. Et ce qui était vraiment l'intérêt de ces discussions, c'est justement de sortir peut-être d'une discussion sur le standard qui resterait à un niveau trop bas, trop proche de Netex, GTFS, et finalement les mairies des uns et des autres, alors qu'en fait, la discussion elle nous emmène tout de suite sur des sujets projets, des sujets de gouvernance. Moi, c'est ce que j'en ai retenu essentiellement, et éventuellement, ce qui a été aussi cité, c'est des aspects ensuite contractuels liés au rapport justement entre les différents acteurs de la donnée. Donc là, on sort même du champ des standards pour une large part, ce qui est évoqué à Saint-Étienne, et on est plutôt dans entre un délégataire, des opérateurs de mobilité, des opérateurs de masse, l'AOM, qui est en charge de quelles données, c'était le cas aussi à Bordeaux, le qui fait quoi, donc quels sont les différents rôles, les différentes responsabilités aussi, et du coup comment ça se décline d'un point de vue contractuel. Et ça me permet d'ailleurs de faire la publicité tout de même d'un travail en cours à la Fabrique des mobilités avec Julien de la Baca, que plusieurs d'entre vous connaissez, qui vise justement à documenter ces problématiques au-delà de ce qu'on a pu faire aujourd'hui, ce matin, pour vue d'ISAOM principalement. Et d'ailleurs, plusieurs d'entre vous ont déjà fait des entretiens avec Julien, donc je pense que ça ne vous surprend pas. Je crois qu'il y a au moins 3 personnes ici, et d'autres peut-être seront sollicitées, ou n'hésitez pas même à vous signaler si vous avez l'intérêt pour partager votre expérience. Mais l'idée, c'est vraiment de faire ce lien, comme ça a été fait déjà un peu ce matin, entre le standard comme objet ou la norme comme objet technique et les problématiques projets, contractuelles, de gouvernance, et ce que ça implique. Et en fait, voilà, il y a un vrai lien entre les deux, et ça ne se limite pas à une spec technique. En fait. Voilà. C'est ce que j'en retiens. Et merci à ceux qui prennent l'engagement de remplir le questionnaire, soit d'ici la fin de la semaine ou disons plus tard la semaine prochaine. Effectivement, sur le baromètre, c'est quelque chose qui sera vraiment un objet utile pour tout le monde dans l'écosystème, parce que les résultats vont être partagés du baromètre, et en particulier pour certains acteurs qui vont en être un peu consommateurs, notamment les partenaires de ce baromètre, que ce soit le PAN, la DGTM, le GARD, l'UTP en particulier, et nous-mêmes pour ce que sont nos rôles actuellement. Voilà, ce que vous allez mettre dedans, ça va permettre d'orienter pas mal de choses. Ça laisse 2 minutes de réaction, c'est peut-être pas énorme, mais je sais qu'on aura aussi d'autres occasions de réagir, mais n'hésitez pas à prendre ces 2 minutes et à vous en saisir. En tout cas, je ne vais pas refaire la pub du baromètre, parce que apparemment tout le monde a bien compris, saisi le message et dispose des bonnes informations. Et plusieurs d'entre vous, d'ailleurs, l'avaient déjà rempli, et on vous en remercie. Je rappelle que ce baromètre n'est pas que pour les AOM, il est aussi pour les opérateurs de masse et les opérateurs de mobilité en général. C'est aussi l'occasion de faire passer des messages, donc profitez-en. Et en plus, encore une fois, pour les opérateurs de mobilité, ça prend moins de temps, parce qu'il y a moins de sujets à traiter en général. Donc n'hésitez pas. Et vous pouvez le faire jusqu'à la semaine prochaine si vous ne parvenez pas d'ici vendredi. Nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir suffisamment de temps cet été pour travailler pendant que vous êtes en vacances et pouvoir partager des résultats à la rentrée.
Voilà, je pense que, en tout cas, merci pour cet échange stimulant de début de journée, qui, en tout cas, moi, est toujours très vivifiant, cette richesse de témoignages, d'expériences et de questions. Peut-être, je terminerai justement sur les prochains rendez-vous de ce type, en coordination justement avec Jean et Mélanie côté des JTM. On va poursuivre ces rendez-vous qu'on devait pas. D'ailleurs, on a lancé dans le contexte du baromètre en disant ça permettra aussi aux gens de poser des questions par rapport au baromètre et d'essayer d'y répondre. On va poursuivre ce format en l'adaptant quelque peu à partir de la rentrée. Déjà, il va être proposé tous les 15 jours, ce qui ne veut pas dire que vous avez besoin de venir tous les 15 jours, bien sûr. Et on va le thématiser. On va garder ce côté très informel, très ouvert. La discussion peut prendre différents tournants, mais on le thématisera simplement avec aussi un invité qui ne sera pas là pour faire une présentation, mais qui sera disponible pour l'échange, et donc ce qui permettra d'avoir quelques angles issus d'ailleurs d'échanges qu'on a pu avoir, et aussi pour enrichir la discussion et que chacun se dise tiens, ce matin c'est intéressant que je vienne, ça m'intéresse. Voilà. Donc on vous prépare ça pour la rentrée dans la lignée de ces 4-5 rendez-vous qu'on a déjà eus. Il est 59, moi je dois basculer sur le groupe de travail standard compte mobilité. Et l'un ou l'autre d'entre vous d'ailleurs est attendu s'il le peut. Merci encore pour cet échange en tout cas qui est, moi m'a permis d'avoir un bon démarrage de journée et je vous en remercie. Merci. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Bonne journée à ceux qu'on ne reverrait pas. Bonne journée. Et bel été. Au revoir.